Alors bonjour à tous, je suis Stéphanie Latombe, associée chez Mazars, et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors je vous dis tout de suite, je vais vous parler cash. Le cash, quand on n'en a plus, on ne peut plus faire tourner sa boîte. Et j'aimerais partager avec vous aujourd'hui ma vision des 10 commandements pour une bonne stratégie de financement. Premier commandement, lucide sur ton équipe, tu seras. L'équipe parfaite, c'est un trio. C'est 3 compétences. Technique, commerciale, financier. On peut imaginer qu'une personne incarne 2 de ces compétences, mais certainement pas les 3, n'en déplaise à certains égos. Quand on démarre sa boîte, on peut faire appel à des compétences extérieures. Par exemple, aller chercher chez un cabinet de conseil la possibilité de rédiger un business plan. Rédiger un business plan avec un cabinet de conseil, pas de problème. Le business plan, il sera au cordeau, il sera conforme aux attentes du marché. En revanche, compter sur le cabinet de conseil pour être le financier de l'équipe, ça, faut oublier tout de suite. Deuxième commandement, des périodes de vache maigre, tu connaîtras. Alors, ce n'est pas un ordre, mais c'est sûr que ça va arriver. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que on va avoir des retards dans la production, on va avoir des soucis avec des fournisseurs, on va brûler le cash beaucoup plus vite que ce qu'on imagine. L'idée, c'est qu'il ne faut surtout pas attendre d'avoir l'argent au ras des pâquerettes pour aller en chercher. Parce que dans ce cas-là, vous pourriez en trouver, mais il sera beaucoup trop cher. Donc vraiment, il faut rebondir. On dit souvent, quand on a bouclé une levée de fonds, la première chose à faire, c'est d'aller préparer la suivante. Je suis assez d'accord avec ça, mais je préciserai simplement que quand on a bouclé une levée de fonds, la première chose à faire, c'est de s'asseoir, prendre une bière et ensuite commencer la suivante. Troisième commandement, tout l'argent disponible, tu ramasseras. Une levée de fonds, c'est long. Une levée de fonds, c'est harassant, c'est de la sueur, c'est des larmes et c'est souvent difficile à calibrer. Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher de quoi financer la R&D. On va chercher déjà de quoi financer une équipe commerciale. On a l'intention de s'implanter à l'international, il faut le faire rapidement. Voilà, qu'est-ce qu'on va chercher? C'est assez difficile de savoir combien on va lever. Si, au moment où on va tester les investisseurs, on s'aperçoit que ça répond bien et que c'est au-delà de nos attentes sur la levée qu'on envisageait de faire, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas se faire peur, il ne faut pas se dire non, mais là, moi je vais prendre une petite partie et puis je retournerai lever dans un an parce que c'est trop d'énergie. L'argent, il faut le prendre tout de suite, faites-vous confiance, vous saurez parfaitement bien l'employer, donc il faut vraiment y aller. Puis dites-vous bien une chose aussi, c'est que si vous brûlez cet argent en un an et que vous y retournez l'année suivante, cet argent-là, il sera peut-être plus là. Et je ne veux pas dire que les investisseurs sont une population versatile, mais bien qu'ils seront sûrement partis sur d'autres fronts à ce moment-là. Quatrième commandement, tes futurs arguments, tu affûteras. Bon, l'art du pitch, ça va, c'est bon, vous y êtes, les 3 minutes pour convaincre. Si, je suis sûre que ça, vous maîtrisez bien, je ne résiste pas à l'envie. En général, ça donne ça. 360. 360, c'est le nombre de personnes qui, au cours de la dernière demi-heure, ont utilisé du savon liquide et s'en sont fait tomber sur les chaussures. Eh bien, nous, on a eu une idée révolutionnaire. On a inventé le savon solide. Bon, voilà, donc ça, c'est l'art du pitch. On maîtrise, maintenant, il va falloir passer à la vitesse supérieure. Il va falloir passer au storytelling. Le storytelling, attention, ce n'est pas l'art de raconter des fables. Le storytelling, c'est l'art de se vendre. C'est être capable d'expliquer à l'investisseur ce que vous êtes. L'investisseur, il a besoin de savoir quoi? Il a besoin de savoir qui il a en face de lui, il a besoin de savoir ce que vous avez dans le ventre, il a besoin de sentir qu'il a une équipe fiable, il a besoin de sentir que vous êtes solide sur vos appuis. L'investisseur, c'est pas compliqué, il fonctionne comme tout le monde. Hein. Il a besoin du pourquoi. Pourquoi il est là? Pourquoi c'est chez vous qu'il va mettre de l'argent et pas ailleurs? Ça, il faut toujours le garder à l'esprit. 5e commandement, le quick and dirty, tu ne pratiqueras pas. Ouais. Donc là, je vous entends, ah, mais moi, je fais ça tout le temps. Bon, c'est normal, on fait ça tout le temps, mais maintenant, il faut arrêter. Voilà, il y a des sujets sur lesquels il ne faut pas rigoler du tout. Imaginez-vous, vous lancez votre business, c'est du B2C, c'est de l'abonnement, ça démarre, ça prend bien. Vous faites 5 factures le premier mois, et puis ça grimpe, et vous arrivez à 200 factures au bout de 6 mois.
Et puis, votre système d'info, c'est quick and dirty, quoi. C'est un peu, c'est presque Excel. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Les facturations ne vont pas sortir, les clients ne vont pas recevoir les factures, vous n'aurez pas les créances et donc, évidemment, vous n'aurez pas le cash. Et donc ça, il suffit de 3 mois pour plier une boîte. Le quick and dirty, voilà, il faut éviter sur certains aspects. Sur la vidéo d'ouverture, on parlait d'ICO. C'est pareil. Qui a cru qu'on pouvait lever 50 millions de dollars en 7 minutes? Bon, moi, je vous le dis, une ICO, c'est une opération qui se market. C'est 6 mois de marketing pour la mettre en place, cette communauté d'early adopters. Et c'est des centaines de milliers de dollars pour réaliser cette campagne marketing. Donc non, en fait, le quick and dirty, ça n'existe pas. 6e commandement, à la transparence, tu t'habitueras. On est habitué à la transparence quand on lance sa boîte. C'est une petite équipe, on se dit tout. On se dit tout, on se raconte tout. Et puis, c'est hyper important, en fait, qu'on se dise tout pour embarquer les gens, pour que tout le monde soit acquis à la même cause, pour qu'on comprenne quelles sont les priorités, quels sont les clients qu'on doit cibler, est-ce qu'il faut repenser la stratégie? Voilà, on a un problème avec un fournisseur. En fait, quels sont vraiment les actes et les actions à mettre en place tout de suite? Ça, c'est très positif et c'est indispensable au démarrage. Ensuite, l'équipe va grossir. Puis ensuite, on va avoir des embûches, il va y avoir des choses plus compliquées à gérer. Ensuite, on ne peut plus tout dire et n'importe quoi à l'extérieur. Il y a une culture d'entreprise à mettre en place. Il faut comprendre ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Quand on perd un gros client, c'est quand même sympa que toute l'équipe n'aille pas en parler au café en fait, entre midi et 2. Donc, ça s'apprend, ça se met en place. Bien évidemment, quand on arrive dans des mondes encore plus complexes, ça devient vraiment un mode de vie. J'entends des sociétés qui sont vraiment sur les marchés financiers. La transparence, là, on ne rigole plus du tout avec ça. Donc, c'est quelque chose qui va se mettre progressivement en place dans la société. 7e commandement, exemplaire tu seras. J'en ai entendu parler dans les autres workshops de l'exemplarité, donc c'est quelque chose qui est important aujourd'hui. Exemplaire, pourquoi? Parce qu'en fait, imaginez, vous faites un gros travail, vous faites une très très belle levée de fonds, ça marche bien, ça cartonne, c'est top. Et puis, en fait, derrière, tout le monde va vous regarder. Derrière, il va falloir bien l'employer, cet argent. Et il va falloir surtout bien l'employer en premier dans votre société. Mais ce que vous ne touchez pas du doigt tout de suite, c'est que cette exemplarité et ce rayonnement, il va fonctionner aussi pour les autres sociétés du même secteur que vous ou pour les sociétés qui sont dans la même région que vous. Donc ce que vous allez faire mal aura des conséquences négatives aussi sur d'autres acteurs du secteur. Ça, il faut vraiment, vraiment l'avoir en tête, l'exemplarité. Attention, je ne parle évidemment pas des accidents industriels. Un accident industriel, ça arrive, on ne pourra pas vous le reprocher. En revanche, une grosse, grosse erreur de gestion, parce qu'on a fait des très, très mauvais calculs et qu'on s'est mal organisé, ça, on pourra venir vous le reprocher. 8e commandement, l'affaire, jamais tu ne lâcheras. Bon, ça, je pense que dans votre business, vous l'avez parfaitement compris. On se prend des portes, on y retourne. Voilà, ça c'est normal. Et sur le sujet du financement, c'est exactement la même chose. Des portes, vous allez vous en prendre plein. Des refus, vous allez en avoir beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut simplement savoir faire le bilan et essayer de comprendre ce qui n'a pas marché. Quand on est une toute petite boîte, qu'on démarre, voilà, on est 2, on se pose la question, on travaille sur un business plan à 2 et puis on se dit, bon, on va aller faire un petit prêt à la banque là parce qu'on a besoin d'acheter du matériel pour lancer l'activité. Alors on bricole un petit business plan sur Excel et puis on se dit, bon, on va leur montrer qu'on est des gens hyper prudents, donc on ne va pas se payer pendant 1 an et puis on n'aura pas de loyer non plus parce qu'on va faire ça dans la cuisine. Donc, voilà, c'est bon, on y va avec ça. Comme ça, on leur montre bien qu'on n'a pas besoin de beaucoup, mais que ça va super bien se passer. Bon, à la banque, ça, c'est classement vertical. Parce qu'en fait, on a un PNL où il manque la moitié des postes et certainement les plus importants. Si on n'a pas compris comment ça fonctionne à la banque, on va, avec le même business plan, voir toutes les banques et il se passe exactement la même chose, le classement vertical partout. Donc, le plus important, c'est vraiment comprendre ce qui n'a pas marché. Et puis, ça, vous en entendez beaucoup parler aussi, mais voilà, accepter l'échec,
Ce n'est pas grave. Il y a des levées de fonds qui sont extrêmement compliquées, des gens qui sont assez difficiles à convaincre. Ça peut durer des mois. Il faut avoir les épaules solides, les reins solides, mais ça finit par payer. 9e commandement, la gouvernance, tu ne négligeras pas. Alors ouais, c'est gouvernance, ça sonne un peu boring comme ça. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? La gouvernance, c'est quoi? C'est savoir montrer à l'extérieur que la société est correctement structurée. Avoir un patron ultra charismatique qui est partout dans les médias, partout sur les réseaux sociaux, qui est sur BFM Business toutes les semaines, que Macron emmène dans ses valises French Tech à chaque fois qu'il bouge, qu'il va à l'international, c'est génial. Ça ouvre beaucoup, beaucoup d'opportunités. Mais ce patron-là, il va falloir qu'il travaille sur son ego. Parce qu'il faut qu'il ait montré au reste du monde que son équipe qui est à ses côtés, c'est le prolongement de lui-même. Il va falloir qu'il montre au reste du monde qu'il les a adoubés, ces gens. Parce que finalement, quand tout repose sur les épaules d'une seule personne, on parle beaucoup des key people, quand tout repose sur les épaules d'une seule personne, bah, ça commence à devenir extrêmement compliqué. Et ça inquiète plus que ça ne rassure les investisseurs et les partenaires. 10e et dernier commandement. Bon, voilà, on est en train de récapituler tout ce qu'on vient de se dire. Comme un stratège, tu te financeras. C'est quoi en fait? C'est court terme, moyen terme, long terme. Ouais, je sais, on se dit, ouais, enfin, penser long terme quand j'aurai le temps. Non, il faut penser long terme, il faut la projeter à long terme, la société, parce que c'est uniquement comme ça qu'elle commencera à avoir du fond. Si vous ne faites les choses qu'au coup par coup, il n'y aura jamais de fond. Or, c'est exactement là-dessus qu'on va venir vous chercher. Un investisseur, il a besoin, je disais tout à l'heure, de comprendre qui vous êtes. Peu importe la forme de la levée de fonds que vous êtes en train de préparer, on peut parler d'ICO, on peut parler de business angel, de faire intervenir des VC, on peut même parler des marchés financiers. Vous savez ce qu'on regarde? On va regarder votre colonne vertébrale, on va regarder le fil rouge de votre aventure, on va regarder d'où vous êtes parti, où vous êtes arrivé. On va aller vous chercher sur les petites choses que vous avez essayé de cacher sous le tapis, en fait. Dommage, parce que ces petites choses-là, vous auriez été hyper honnête avec vous-même, vous en auriez parlé, ça aurait convaincu. Pourquoi? Parce qu'on dit, ah oui, alors là, j'ai eu un énorme problème là, sur mon approvisionnement. Bon, ça m'a donné une bonne leçon. On a essayé de comprendre ce qui s'était passé. On a mis des solutions en backup. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on retient de ça? C'est que ça ne se reproduira plus jamais. Ça, c'est rassurant. Il faut aussi avoir vécu des coups durs. Il faut avoir vécu, être passé juste tout près du gouffre pour ensuite s'être organisé pour que ça n'arrive plus jamais. Donc voilà, cette stratégie, court terme, moyen terme, long terme, peu importe la forme du financement que vous irez chercher, ce qu'il faut vraiment travailler, là où il faut être vraiment solide, c'est le fond. Donc on a fait le tour des commandements que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Moi, je retiens une seule chose, franchement, quand l'argent est là, il faut braquer la banque. J'ai un message pour vous, c'est « Take the money and run your business ». On a un petit moment pour des questions. Je ne sais pas si vous en avez. Voilà. Sinon, merci beaucoup de votre présence. Bonjour, merci Bonjour. De partager ces commandements du coup. Moi j'avais une petite question, je suis arrivé en cours au 9e, Take the money, et comment on la redistribue sur plutôt des expériences, des projets autour du NGO et de l'associatif, voilà, pour créer de la valeur et des nouveaux modèles économiques. Alors oui, c'est bien de penser plus largement que soi-même, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que tous ces actes, ils vont avoir un rayonnement bien plus large que ce qu'on imagine, et tous ces mauvais actes également, donc ça, il faut quand même l'avoir en tête sur la notion d'exemplarité.
On a une grande dynamique aujourd'hui de la part des grands groupes sur ces sujets de redistribuer la richesse, parce qu'il y a énormément de sujets qui fâchent. On entend beaucoup parler des rémunérations des grands patrons et de ces sujets-là aujourd'hui. Donc ce sont des sujets compliqués. Mais qui n'est pas un sujet d'ailleurs. Hein. Comment ? Qui n'est pas un sujet en tant que tel. Puisque, un patron qui a créé une entreprise bien sûr, et qui il y a une fonction derrière, il y a des énormes responsabilités derrière, c'est une évidence. Donc oui, il y a cette notion de comment on redistribue. Ce qui est assez intéressant, c'est moi j'ai été amenée, donc, parce qu'on a été beaucoup sollicité sur le sujet, à réfléchir sur les notions d'ICO et cette nature d'opération-là. Ce que je retiens en évacuant toutes les notions d'escroquerie, voilà, de difficultés, de scams qui peuvent exister, qui ont fait d'ailleurs beaucoup de mal à ces nouvelles initiatives blockchain. Ce qu'on retient, c'est quand même la notion de philosophie. Et ce qu'on retient, et c'est peut-être par là qu'il faut commencer, c'est l'alignement des intérêts. C'est-à-dire qu'en fait, dans une ICO, le principe, dans une STO demain, enfin voilà, on verra quelle forme ça prendra pour que tout ça s'assainisse un petit peu. Le principe, c'est l'alignement des intérêts. Le principe, c'est de dire que l'investisseur, c'est aussi le client, c'est aussi le salarié, éventuellement, c'est aussi le fournisseur. Donc là, on voit tout de suite qu'il n'y a plus l'actionnaire, l'investisseur qui cherche un retour sur investissement et le reste du monde qui travaille dans la boîte et qui essaiera de recevoir ce qui ruissellera ou ce qui ne ruissellera pas. Donc je trouve que d'un point de vue philosophique, ces initiatives-là lancent quelque chose d'hyper intéressant. Pour l'instant, on a encore le sentiment que ce sont deux mondes complètement, voilà, qui sont dans deux galaxies totalement différentes. Ce n'est pas le cas. Et je pense à un autre sujet aussi qui va obliger des groupes établis aujourd'hui et voilà, le monde économique d'aujourd'hui à se repenser là-dessus. C'est la notion de reporting intégré. Ça, c'est au sens de la communication financière. C'est non plus parler de bénéfices créés dans la société, mais c'est bien d'expliquer au sens des parties prenantes, quel est l'impact ? On parle d'impact de la société sur toutes ces parties prenantes. Et donc là, vous êtes obligé de dire par le menu comment ça rayonne sur vos salariés, comment ça rayonne sur votre bassin d'emploi. Enfin voilà, on peut aller sur des sujets très larges. Comment aussi, quel est l'impact environnemental aussi, sociétal de la société ? Et il y a le rôle des régulateurs, c'est-à-dire les bien régulateurs sûr. qui freinent des quatre... on connaît un peu bien, je crois qu'il y a 2-3 pays européens qui sont plus avancés en tout cas en la matière sur les ICO. Je ne sais pas ce que fait l'AMF aujourd'hui, il y a eu un rapport qui est sorti il y a quelques temps. Oui, tout à fait. Et puis le rôle des grands instituts bancaires internationaux qui bien se sûr. font croquer des marchés petits mais qui deviendront peut-être grands demain. Ouais. Donc je pense que je partage en tout cas le concept de dire il faut que tous autour d'une table y voient du win-win, quoi. Donc, bien sûr. Alors, la chose qu'il faut remettre en perspective, c'est qu'on a pu être surpris de voir arriver l'AMF sur des sujets comme ceux-là. Pourquoi est-ce que l'AMF est là ? Parce que déjà, elle a une direction de l'innovation et elle a une direction FinTech qui s'intéresse à ces nouvelles tendances. Et puis aussi, tout simplement, parce que l'AMF, son rôle premier, c'est la protection de l'épargne. Donc, si elle s'était désintéressée de ces opérations au prétexte que sortent certains acteurs aujourd'hui en disant « Oh là là, tout ça c'est sale, ce n'est que du financement du terrorisme, ça ne m'intéresse pas, il ne faut surtout pas s'approcher de ces sujets », elle n'aurait pas joué son rôle, elle aurait été critiquable. Donc l'AMF a dû forcément mettre le doigt dans ces sujets. Elle a dû, effectivement, c'est passé par des consultations et par énormément de réflexions parce qu'il faut comprendre quand même le fond. Et il faut essayer de tirer le bon grain de livret, c'est bien son initiative, de dire les équipes qui vont passer par chez nous pour présenter leur dossier, elles seront quand même bulletproof, entre guillemets, d'un point de vue réputation. Et c'est exactement ça qui est recherché. Donc il y a ces démarches qui sont faites. Moi, je trouve ça ultra positif que la France essaye d'être en avance là-dessus et qu'on essaye que ça se passe en France sur le financement de l'innovation, parce que là, on parle de financer des sociétés très, très early stage. C'est génial. C'est génial qu'il y ait cette communauté financière qui fasse cet effort-là, en fait, de comprendre ces nouvelles prérogatives. Effectivement, après, c'est lent. Il y a des endroits qui sont
structurés différemment et qui permettent à des opérations compliquées de voir le jour beaucoup plus vite qu'en France. Mais il y a cet effort-là qui est fait. L'AMF a avancé ses billes, a fait des propositions. Voilà, maintenant, il y a des choses qui ont été ancrées dans la loi Pacte, y compris ce qui est assez drôle, hein, la définition d'un token. Donc voilà, on est dans le concret. L'émission de jetons. Et puis derrière, oui, il y a aussi une communauté bancaire qu'il va falloir embarquer, en particulier pouvoir autoriser, grâce à des procédures de contrôle interne, l'ouverture d'un compte bancaire pour les subsides d'une ICO. Donc voilà, moi je trouve que c'est un mouvement assez favorable et intéressant aujourd'hui. Je pense qu'on a terminé notre temps d'intervention. Merci beaucoup pour ces questions. Merci.